Très bon thé, Sarté. Leïla. Merci. Bon, Ça a commencé? Oui, ça a commencé. oui. Moi, il n'y a pas de bonjour, comment tu vas? Alors, D'accord. question très rapide. Le sapin est toujours là, on est en janvier. Qu'est-ce qui se passe? La nostalgie. Tu sais, moi, je suis nostalgique avant la nostalgie. C'est la première fois de ma vie que j'ai un sapin. Ah ouais, moi aussi à Dubaï, c'était la première fois, mais parce que vois j'ai fait une vidéo sur ma chaîne arabe. C'est le dépaysement. Ouais, voilà, je pense que ça nous manque un peu. Ouais, les gars, comment vous présentez Leïla? Leïla, je l'ai rencontrée aussi via Instagram. Ouais, c'est vrai. Mais plutôt, il y avait un projet sur lequel elle travaillait et du coup, elle a trouvé mon profil sur Instagram et on a été dans un meeting. Et ce meeting, il était bizarre ce meeting. Maintenant que je te connais. Ouais, maintenant que je te connais et qu'on est devenus amis. Et en fait, elle travaille dans une radio, Al FM, et elle produit des shows là-bas. Et elle est en train de produire l'un de mes shows live dans Al FM. Et depuis, j'ai découvert une personnalité très intéressante, attachante, qui aime débattre, qui a des opinions très pointues, parfois différentes des miens. Et l'écran qui m'a tombé, c'est pas grave. Des opinions parfois différentes des miens. Et je pense que ce podcast va être ultra intéressant. Et j'ai peur. J'ai peur. J'allais dire j'ai peur. J'ai peur, tu fais peur. Ok. Première question, pas une question, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours, un peu à l'époque où tu étais en France et comment tu t'es fait connaître avant même les réseaux sociaux, je pense. Ouais. En fait, j'essaie, depuis quelques temps, quand on me pose la question de me décrire, j'essaie d'éviter de me décrire par ma profession, parce que je pense que c'est pas ce qui nous définit, toi et moi, ce qu'on fait en tant que travail quotidien. C'est vrai. Donc, je vais te répondre, je vais y venir, mais je vais d'abord commencer par le fait de dire que, avant tout, je m'intéresse à la littérature, je m'intéresse aux questions de genre, ça c'est presque inné, en fait. Je t'expliquerai peut-être par la suite comment c'est venu, mais c'est venu très très tôt. Et donc, on ne peut pas parler de passion parce que c'est quelque chose aussi qui implique beaucoup de choses qui sont dures, beaucoup de choses qui sont graves. Mais c'est quelque chose qui effectivement m'obsède, on va dire, depuis très très longtemps. Et, le genre, la sexualité. Pas la question de la... on peut entrer là-dedans. Non, on peut entrer là-dedans. Mais en fait, c'est la question plus large des inégalités, en fait, de genre, mais qui mène aussi à plein d'autres inégalités, en fait. Si tu veux, les inégalités de genre, c'est ce qui m'a d'abord motivée dans ce que je fais, dans ce que j'écris, dans les choses que je produis. Mais plus largement et plus globalement, c'est la question des minorités, ou en tout cas des personnes qui sont minorisées. On dit, moi j'utilise le terme de minorisé parce que souvent, si tu remarques, les personnes qu'on décrit comme minorités ne sont pas des minorités en nombre, en fait. Elles ne sont pas du tout minorités. Quand on parle de réfugiés, on parle de millions de réfugiés. Quand on parle de femmes, on parle de la moitié de l'humanité, de la planète. Donc, ce n'est pas des minorités. Mais c'est des personnes qui sont considérées et qui sont traitées comme des minorités. Donc, ça m'a tout de suite... depuis quasiment toujours, en fait... à quel âge tu as commencé à ressentir cette inégalité? Est-ce que c'était l'enfance? Ressentir, je sais pas. T'as grandi où d'abord? T'as grandi en France. Tu es syrienne, il y a plein de choses que tu sautes là. Ouais, c'est vrai. Donc je suis née, j'ai grandi en Normandie. Je suis née à Saint-Lô et j'ai grandi à Cherbourg, principalement. C'est une petite ville au bord de la mer, en Normandie. Donc mes parents sont syriens, d'origine syrienne. Ma mère, elle est moitié syrienne, moitié américaine. Mais en général, je dis syrienne parce que sinon, ça complexifie trop les choses, en fait. Donc je suis franco-syrienne. Et voilà, j'ai grandi à Cherbourg. J'ai bougé en région parisienne à mes 18 ans, 19 ans pour mes études. Et voilà. D'accord. Et donc, quel était ton premier parcours professionnel, on va dire? Quelles étaient tes orientations professionnelles? Ça a été fastidieux, en fait. J'ai commencé par faire une année en école de beaux-arts. Ok. Rien à voir. D'accord. Donc, j'ai toujours aimé les arts de manière générale, j'ai toujours aimé peindre, j'ai toujours aimé la musique. Donc, pour moi, à 18 ans, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, je voulais me diriger vers les arts, en fait. Les arts, mais en fait, les arts dans le journalisme. Donc, il y avait une école qui avait cette spécialisation-là, qui était art et journalisme, art et médias. Donc, j'y suis allée. Je ne m'y suis pas du tout épanouie pour plein de raisons. Et du coup, j'ai changé. J'ai fait une année de droit à Caen, qui est une ville en Normandie aussi. Toujours pareil, dans le même but de faire journalisme, sans payer une école de journalisme, parce que j'avais pas les moyens, mes parents avaient pas les moyens, donc il fallait que je trouve en fait une façon
de viser cet objectif-là et de l'atteindre sans pour autant dépenser de l'argent que j'avais pas en fait, tout simplement. Donc ça n'a pas marché, j'ai fait mon année de droit, j'ai échoué tout simplement. Et c'était très difficile parce qu'en fait à 18 ans on nous demande de choisir notre orientation pour la vie. Et la plupart des gens à 18 ans, ils savent pas en fait quoi faire. Et c'est frustrant parce que tu te dis, ah ouais, c'est pour la vie en fait. C'est pour la vie, mais la vraie vie, elle est différente. Tu peux en fait switcher de carrière chaque 2-3 ans. Exactement, mais c'est différent. Et puis je pense aussi que j'avais la pression de mon entourage familial. Il faut savoir que la communauté syrienne en France, c'est une communauté extrêmement élitiste qui est arrivée dans les années 80. Ah ouais? C'est une communauté intellectuelle avec plein de médecins, plein d'ingénieurs. T'es quand même une intello quand même. Oui, mais en fait, à ce moment-là, à 18 ans, quand tu t'es pas plu en école de beaux-arts et puis tu as rechangé en école de droit, pour moi, c'était ma vie, elle était terminée, quoi. Enfin, 19 ans, en même temps, j'en ai 29, c'est avec 10 ans de recul, je me rends compte que c'est ridicule. Mais en fait, il y avait quand même une pression de la réussite autour de moi. Parce que tous les gens connaissaient tout de suite leur voie, ils ont fait médecine, ils ont fait école d'ingénieur. Mon grand frère, en plus, à ce moment-là, c'était la réussite. Il avait fait école d'informatique, il travaillait aux États-Unis, à LinkedIn. Donc, en fait, j'avais vraiment cette pression de savoir tout de suite ce que je voulais. Je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas par quelle voie, en fait, emprunter pour y arriver. D'accord. Et donc, tu arrives à trouver un chemin dans le journalisme, c'est ça? Non, pas du tout. Figure-toi qu'en fait... Une des raisons pour laquelle j'ai toujours refusé de faire école de journalisme, c'est que je trouvais déjà la somme indécente. Je trouve que c'est personnellement indécent de payer autant pour accéder à un métier qui est en fait un métier si important que ça. Donc finalement, déjà, quand on demande aux gens de payer X milliers d'euros par année pour pouvoir en fait faire un métier lié à l'information, pour moi, c'est problématique. Deuxième chose, c'est que selon moi, et ce qui correspond à ma personnalité, c'était de me spécialiser quelque part. Les écoles de journalisme, ça te donne des bases un peu dans tout. Ça te donne des bases techniques, des bases politiques, des bases géopolitiques, mais ça ne te permet pas de te spécialiser dans un domaine précis. Et moi, j'avais vraiment envie de me spécialiser. Et ça me permettait pas de me spécialiser. Donc, ce que j'ai fait, voulais te spécialiser dans quoi? Question de genre et question postcoloniale. Donc, en fait, j'ai trouvé un cursus à Paris 8 qui incluait énormément les questions de genre et les questions postcoloniales dans le cursus littéraire. D'accord. Donc ça m'a permis, en fait, ça m'a ouvert la voie. J'ai trouvé une licence à Paris 8, à Paris, qui offrait en fait cette possibilité. Et puis après, j'ai fait un master en études de genre et en études littéraires. Donc là, tout d'un coup, tu deviens épanoui, tu trouves quelque chose que tu aimes bien, tu rencontres aussi des gens qui ont la même pensée que toi. La même pensée que moi, je sais pas, parce qu'à ce moment-là, je fondais encore... Enfin, on se construit toujours, quoi. D'accord. La pensée, elle se construit. Mais je veux dire, t'avais trouvé une niche? Ouais, j'ai trouvé un épanouissement que j'avais jamais trouvé ailleurs. D'accord. Et surtout, j'avais trouvé un accès, en fait, pour moi, la littérature, je sais que ça fait cliché, mais en fait, et peut-être que beaucoup de personnes le disent et le décrivent comme tel, mais vraiment, la littérature, pour moi, de manière générale, les littératures, ça a été un élément d'épanouissement incroyable, que ce soit à partir de l'adolescence où vraiment j'avais pas beaucoup d'amis et que finalement je me réfugiais dans les livres, ou que ce soit plus tard en découvrant des auteurs qu'on m'avait jamais fait connaître à l'école, des auteurs femmes, des auteurs noirs, des auteurs arabes en fait, et qui parlaient de vécus qui ressemblaient aux miens. Donc ça a été toujours super stimulant. Et donc à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu te définirais, parce qu'on comprend toujours pas qui tu es. Est-ce qu'on peut dire que tu es une activiste ou une journaliste, ou qu'est-ce que tu fais vraiment? Parce que moi, je te connais, mais c'est vrai que je t'ai jamais vraiment défini. Tu es un peu tout, tu es un peu... J'ai commencé à écrire dans des magazines, dans des journaux très tôt, donc dès l'âge de 18 ans. Et j'ai commencé à écrire principalement sur des questions de genre, de discrimination, de racisme, d'islamophobie en France. Je trouve que c'est un peu... J'aime pas me définir comme militante ou activiste parce que c'est pas le cas, en fait. J'ai un métier. Et je trouve que c'est un peu réducteur. On dit souvent ça aux femmes et aux militantes. On les met dans la case militante un peu pour leur dire qu'elles n'ont pas de crédibilité. Elles n'ont pas de légitimité plutôt que crédibilité. Elles n'ont pas de légitimité. Sauf que moi, j'ai une légitimité. J'ai étudié, je suis journaliste, je suis directrice radio aujourd'hui. Donc, je ne suis pas militante. Je suis engagée sur ces questions-là, mais je ne suis pas militante. Je produis en fait du travail. Je ne fais pas que militer. Et tu as fait bouger des choses? Tu sens une différence entre... avant et aujourd'hui? Je sais pas, ça c'est... Enfin, on le verra, déjà j'ai que 29 ans, donc je sais pas, peut-être que dans 30 ans je te dirai, mais effectivement j'ai fait bouger des choses. En tout cas, ce que je peux voir autour de moi, je prétends pas avoir fait bouger des choses sur le plan national
Moi, tu m'as traumatisée, donc je trouve que tu as fait un très très bon travail. Ok, super, c'est le but. Donc pour toi, alors, pour rebondir sur ça, un jour tu m'as dit tout le monde est macho, tous les hommes sont machos. En fait, tous les hommes ont en eux une part de sexisme intégrée. Tu peux pas, à part si t'es un saint, on a tous grandi dans une société qui est basée sur le sexisme, qui est basée sur les différences de genre, de classe et de race. Donc, à part si t'es un saint et que tu t'es exilé dans la jungle et que t'as grandi dans la jungle dans une société paritaire, t'es obligé d'avoir intégré certains mécanismes, en fait, au bout d'un moment dans ta vie. Et pareil pour le racisme, moi, je pourrais jamais dire de ma vie que je suis pas du tout raciste parce que j'ai grandi en fait dans tout un système, dans plein de sociétés qui sont racistes, que ce soit dans des sociétés arabophones ou françaises, qui sont basées sur des idées en tout cas et des clichés racistes que en fait on se défait jamais de ça totalement. Ouais. Et c'est en fait le dire et l'avouer, c'est être assez humble en fait pour avancer. Tout à fait. Moi, j'arrête pas de dire que on est tous racistes, mais chacun à un degré différent. Et je pense que le but ultime, c'est pas d'éradiquer le racisme parce qu'on n'y arrivera pas totalement, mais c'est de s'apercevoir qu'il y a des discours racistes, des pensées racistes en nous, et on devrait petit à petit les changer, les éliminer. On n'est pas tous racistes. On a du racisme, c'est différent. On a tous du racisme, parce que quand tu dis raciste, ça veut dire que toi, tu adhères à cette pensée-là consciemment, tu vois. Oui, vous voyez, pardon. tous les jours comme ça. Oui, non, mais t'as raison. Ouais. Alors, je saute d'une étape et puis on reviendra là-dessus. Donc, t'as passé pas mal d'années en France. Ouais. Tu as été imprégné par la société française, qui est une société mixte. Mixte de manière intense dans tous les sens du terme, donc positif, négatif. On voit beaucoup de belles choses, on voit beaucoup de choses qui sont terrifiantes aussi. Et puis tu débarques à Dubaï avec cette pensée-là et tu viens. Déjà, quels étaient tes préjugés sur Dubaï et qu'est-ce qui t'a choqué à Dubaï en tant que société comparée à la France? Je vais commencer avant mon arrivée à Dubaï. En fait, j'ai commencé 3-4 mois avant mon arrivée à Dubaï. Ouais. En fait, avant d'arriver à Dubaï, je travaillais dans une célèbre radio française que je ne vais pas citer, qui m'a traumatisée, littéralement. Qui m'a traumatisée de par son racisme et qui m'a traumatisée de par son sexisme. Je crois qu'il y avait vraiment, honnêtement, pas une seule journée qui passait sans entendre autour de moi des propos racistes directement envers moi ou envers d'autres personnes, des propos sexistes directement envers moi ou envers d'autres personnes. Donc vraiment, après c'est... Tu étais voilée à l'époque? Non, pas du tout. Ah ok, parce que tu étais voilée. Je portais le voile. D'accord. C'est différent. Je portais le voile. On va jamais... C'est quoi la différence? Vas-y, non, parce que en fait, quand tu dis quelqu'un est voilé, t'essentialises un peu la personne. C'est comme si c'était un voile sur pattes, tu vois. Genre, c'est comme si je te disais... je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'apprends, j'aime bien. Donc je portais le voile. Je portais le voile, je l'ai retiré il y a maintenant 7 ans le voile. Donc, donc là, moi je suis pas poilu, je porte des poils. Non, ça c'est différent parce que tu subis pas. Ah, peut-être que si tu t'as subi, je subis mon irakisme. Ton irakisme. Ouais, donc en fait, j'étais vraiment traumatisée par cette expérience en France et vraiment j'étais très excitée et très enthousiaste, on va dire, là c'est un anglicisme. J'étais très enthousiaste à l'idée de déménager à Dubaï pour juste avoir la paix, quoi. Mais t'avais le droit de défendre dans cette radio? Alors, ou est-ce que les gens ne te laissaient même pas... Disons qu'en fait, il faut savoir que le contexte, bon là on revient encore plus en arrière, le contexte dans lequel j'ai été recrutée en tant que stagiaire, c'est qu'avec 10 ans d'expérience sur mon CV, de forte expérience dans des magazines très connus pour lesquels j'ai écrit, après avoir obtenu mon master, je n'arrivais pas à trouver du travail. Alors qu'autour de moi, toutes mes amies qui s'appelaient Christine ou Marie ou Justine, en fait, trouvaient du travail. Moi, je n'y arrivais pas, en fait. Je n'y arrivais pas. Impossible. Donc, j'ai passé facilement 1 an à chercher du travail, Elles ont trouvé du travail dans le même registre? Ouais, dans le même registre. Ouais. D'accord. Et du coup, au bout d'1 an, j'ai accepté le premier truc qui m'a été offert, proposé, c'est-à-dire un stage à 26 ans. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, j'ai fait un stage à 26 ans, alors que j'avais autour de moi des années derrière moi, des années d'expérience. Donc voilà. Donc j'avais pas la capacité, j'étais pas en position de force pour pouvoir répondre aux gens, en fait. Jusqu'à ce que tu aies la preuve que tu vaux quelque chose, tu es persuadé que tu vaux rien.
Donc, moi, la claque que j'ai eue à Dubaï, c'est que je suis arrivée. Alors, certes, ça m'a pris... parce qu'il y a eu le lockdown, ça m'a pris un an. J'ai déménagé parce que mon mari avait trouvé un très bon job à Dubaï. Donc, et je lui avais un petit peu susurré l'idée, en fait, il y a quelques mois. J'ai dit, écoute, si tu trouves quelque chose, moi, je suis prête à partir et te suivre. Et chercher moi-même une fois ça va, t'es pas si macho que ça. Pourquoi? Non, en fait, c'est de la misandrie, l'inverse du machisme. Les femmes qui n'aiment pas les hommes, on dit misandre. Ok, mais experte en la matière. Experte. Et ça va partir en dispute dans 5 minutes. Experte en la détestation des hommes, je te jure. Non, pas du tout. Tu vois, je suis mariée. Donc, c'est bien. J'espère bien. Ensuite, est-ce que ça se passe bien? C'est un autre sujet. Mais... il est là, on peut lui parler. On peut lui demander. Non, mais il avait trouvé un job. Il y a eu le lockdown, le confinement, le Covid, malheureusement. Et du coup, j'ai un peu tardé avant de trouver un job. Donc, ça m'a pris 1 an et demi pour trouver quelque chose ici. Mais en fait, j'ai eu un très bon poste et puis j'ai été promue très rapidement. J'ai reçu une promotion au bout de 3 mois alors que j'étais encore en période d'essai et puis j'ai été promue directrice. Aussi dans une maison on peut dire maison de radio. Une maison de radio et un groupe en fait. Un très grand groupe pan-arabe. Vraiment, c'est pas n'importe quoi. Ok, tu débarques là. Les premiers jours sont intéressants parce que tu viens avec tes bagages. Vas-y, bois ton thé. Je peux faire un long commentaire si tu veux. Donc, tu débarques avec tes bagages et ton expérience et peut-être ton traumatisme de ton expérience en France. Tu rencontres donc le boss, les gens, les collègues, etc. Quel est le premier truc qui te saute aux yeux où tu dis « Waouh, c'est différent » J'en parlais il y a 1 semaine, tu vois, c'est fou. J'en parlais avec une amie. Et je lui disais le truc le plus fou en fait que j'ai expérimenté à Dubaï. Et je dis pas qu'il y a que des aspects positifs, hein, attention, je parle de moi en mon nom. Le truc le plus fou, en fait, après avoir grandi en France et comme tu l'as mentionné, j'ai porté le voile, donc je sais ce que c'est que d'être différent, d'être la plus grosse différence dans une salle ou dans un lieu de travail ou dans ce que tu veux. Et en fait, ce qui est fou à Dubaï, c'est que comme c'est une ville qui est multiculturelle en fait par essence, qui est basée sur les expatriés, sur l'expatriation, sur les immigrés, dans tout ce que ça a de positif et aussi de négatif, parfois, tu te sens pas différent. C'est-à-dire que moi, la sensation de rentrer, par exemple, dans l'open space, mon lieu de travail, dans les bureaux, et de pas me sentir différente et de pas sentir certains regards et de me sentir bien, en fait, je n'avais jamais expérimenté ça toute ma vie, en fait, en France. Je n'ai jamais connu le sentiment d'entrer dans une salle ou dans un lieu quelconque sans sentir de regard, ou en tout cas sans que je sois un intrus ou une intruse. Et ça change quoi, ça, au quotidien? Émotionnellement. Émotionnellement, voilà. Ça te donne une bouffée de confiance? Ça me donne une bouffée de confiance. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'anxiété liée au travail, liée à la productivité que j'ai sur mon lieu de travail. Il y a plein d'autres choses qui font que l'anxiété au travail, ça existe quand même. Mais juste, au moins, ça me retire ce poids-là, tu vois. Au moins, ça me retire le poids d'être une femme arabe, d'être une femme et une arabe dans un lieu de travail, quoi. Alors, une femme arabe, on en parle? Vas-y. Des femmes arabes, souviens-toi. On parle des femmes arabes, bien sûr. Souviens-toi. Bien sûr. Tu sais que chaque commentaire que tu me fais, il me reste dans l'esprit et je m'en rappelle et je trouve que ça m'éduque beaucoup parce que je sais que tu as l'impression que ça m'agace, que tu me corriges tout le temps, mais non, j'en apprends parce qu'en fait, mon mari se plaint souvent que je le corrige tout le temps. Donc, du coup, j'ai l'impression que ça agace. Après, j'imagine que si c'est tous les jours avec ton mari à corriger, là, oui. Personne ne l'a forcé, écoute, c'est un engagement à vie. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il y a les femmes arabes en France et il y a les femmes arabes de Dubaï. Est-ce qu'elles se ressemblent? En fait, déjà, c'est quoi les femmes arabes? Est-ce qu'on parle des femmes syriennes? Est-ce qu'on parle des femmes... Non, je parle de... Parce que qu'est-ce qu'on définit? Je parle des femmes arabes... c'est pas, on n'est pas en train de caricaturer, mais le français... il a une image spécifique de la femme arabe. Tu parles de la vision. De la vision, de l'image. Donc, l'image de la femme arabe en France et l'image qui a bien voyagé ou pas ailleurs de la femme ici. En fait, l'image en France des femmes arabes, elle est assez binaire. C'est soit je sais pas si ça va être coupé par YouTube, mais en gros, soit t'es une pute, soit t'es une fille soumise, voilée, qui porte le voile, comme tu disais, voilée. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. La complexité n'existe pas. Par essence, en fait, dans le cliché, dans le stéréotype, il n'y a pas de complexité, tu vois. Femme arabe, hein.
Femmes arabes. Okay. D'ailleurs, il y a plein d'articles qui sont sortis sur le sujet ces quelques années, qui sont passés sur le terme de beurette. Je ne sais pas si en Belgique, vous l'employez, ce terme-là. C'est un terme très raciste et sexiste qui est employé depuis les années, je dirais, 60-70. Il y a peu de racisme en Belgique. Il y en a, mais il y a beaucoup moins qu'en France. En tout cas, il n'a pas les mêmes formes, il ne prend pas la même forme que le racisme en France. Et en fait, ce terme-là, il est très problématique parce que, en gros, il prend le cliché de la meuf arabe vulgaire, hyper sexualisée, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de morale. Alors, selon quelle morale, on ne sait pas. Selon la morale, sans doute, la morale du patriarcat. Qui porte trop de maquillage, qui n'a pas de style, qui va fumer des chichas. Donc, c'est... D'une part, tu as cette image-là, de la femme arabe. D'autre part, tu as l'image de la meuf qui porte le voile, qui a été forcée par son père, par son frère. Qui va faire les courses. Voilà, qui va faire les courses. Exactement. Donc, en fait, tu n'as pas de complexité. Et pareil, quand tu dis femme arabe, est-ce que ça parle... On parle de femmes maghrébines souvent en France, mais c'est quoi les femmes maghrébines? C'est les femmes tunisiennes, c'est les femmes marocaines. Est-ce que moi, je suis une femme maghrébine? Je suis de Syrie, tu vois, je suis une femme arabe, mais syrienne. Est-ce que ça parle des irakiennes? C'est pas trop. Quand tu viens à Dubaï, par définition, en fait, il y a une pluralité de femmes arabes. Mais ce que je me suis rendu compte de quelque chose aussi en venant à Dubaï, et je crois que je te l'avais dit aussi, c'est qu'en fait, moi, je suis passée d'une femme qui est stéréotypée en France et qui manque de certains privilèges en France, à une femme qui a beaucoup de privilèges à Dubaï par rapport à d'autres femmes, en fait. Par rapport à, par exemple, je sais pas, des femmes asiatiques. Par exemple. Je sais pas si ça sera coupé non, ou pas. Il n'y a rien qui sera coupé. Mais en fait... C'est une réalité. Moi, en fait, à Dubaï, en tant que femme arabe, je deviens un peu une femme blanche comme en France. Tu vois ce que je veux dire? Non seulement je suis une femme arabe, mais en plus, j'ai 3 passeports, dont 2 qui sont extrêmement forts, donc le français et l'américain. Je parle arabe. You're Layla from the United States. Yeah, exactly. All right. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, même ma position sociale, en fait, ici, c'est pas la même qu'en France. C'est ultra intéressant, la comparaison. J'ai switché, tu vois. T'es devenue blanche. Je suis devenue, vraiment, socialement, je suis devenue blanche. Waouh. C'est ultra intéressant. C'est la première fois que j'entends une comparaison pareille. Et donc, c'est vrai que, bon... Peut-être que la question n'était pas pertinente parce que c'est vrai que... Toutes les questions sont pertinentes. Oui, mais je veux dire, c'est complexe de dire une femme arabe parce que c'est quoi arabe? C'est comme dire européen. Oui, exactement. C'est comme dire, t'as le portugais, comme t'as l'italien, comme t'as l'allemand. Ils sont tous différents. Et puis même au sein même des groupes, il n'y a pas une seule femme, tu vois, syrienne ou irakienne. Mais je veux dire, ici, je sais pas pour toi, mais moi, dans mon métier de youtubeur et de directeur artistique, j'ai rencontré beaucoup de gens... et beaucoup de femmes arabes qui travaillent dans des agences PR, dans des agences de publicité, dans des head of big corporates. Et je suis très fier de voir la position dans laquelle elles sont et comment Dubaï leur a permis d'avoir cette force. Elles sont fortes, les femmes ici. Enfin, elles sont, tu vas me corriger sûrement, c'est pas qu'elles sont fortes, mais elles ont la même puissance qu'on voit, je sais pas, dans les films, dans les séries. Tu vois, les femmes arabes, c'est bien de le préciser, pas toutes les femmes, les femmes arabes ont beaucoup d'opportunités à Dubaï, clairement. Et encore plus si t'es une femme arabe qui a grandi à l'étranger, tu vois, c'est encore plus... En fait, ta multiplicité, ta multitude d'identités, elle est mise en valeur. C'est-à-dire que là où dans certains pays, on dit « Ah, mais t'es française et t'es pas vraiment française, t'es aussi arabe », en fait, ici, c'est mis en valeur, tu vois. On dit « Ah, t'es française et en plus, ta grand-mère est américaine, en plus, t'es arabe, tu parles arabe ». C'est génial, quoi. Tu vois. Mais comme quoi, il suffit de donner la liberté et la confiance et éliminer tous ces préjugés et commentaires au quotidien dans un espace à une femme, arabe ou pas, hein, mais ce que je vois ici à Dubaï, c'est que les femmes sont tellement respectées, tellement mises en valeur dans les sociétés, qu'en fait, tu vois à quel point une femme, c'est essentiel dans une société, dans une entreprise, alors qu'en Europe, on ne leur laisse pas vraiment le choix de prendre des décisions ou d'être à la tête de grandes... En fait, la chose que les gens ne savent pas forcément, c'est que à Dubaï précisément, je prétendrai pas que c'est pareil dans tout, aux Émirats. Moi, je pense pas que c'est pas pareil dans tout. Et je suis sûre que c'est pas du tout pareil dans plein d'autres pays arabes, clairement. Non, je parle vraiment de Dubaï. À Dubaï, c'est vrai que les femmes, en fait, ont vraiment accès à des postes à responsabilité. C'est incroyable. Même quand on regarde, par exemple,
le ministère, alors qu'on soit d'accord politiquement avec ou pas, hein, c'est pas la question elle n'est pas politique. Mais en tout cas, qu'il y ait autant de femmes dans des postes à responsabilité, moi j'ai vu ça nulle part ailleurs, honnêtement. Quoi. C'est incroyable. Et des femmes jeunes en plus. C'est même pas des femmes de plus de 50 ans, c'est vraiment des femmes qui ont mon âge quasiment, qui ont 30 ans, 31 ans, 32 ans. Super intéressant. Et du coup, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une bulle? C'est une bulle, clairement que c'est une bulle. Ah ouais? Alors ça dépend de quoi on parle ensuite. Non, mais je veux dire, disons, t'es né ici et c'est la seule chose que t'as vue, il y a une égalité, non, ici? Une égalité par rapport à qui? C'est là que je bloque avec Leila. Je sais pas, hein, j'ai jamais été patron d'entreprise, mais je pense que si je vais employer des gens ici, je ferai aucune différence entre un homme et une femme. Oui, alors entre les hommes et les femmes, c'est sûr que... Surtout qu'il y a, si tu as vu, il y a quelques mois, l'État a lancé une initiative pour réduire en fait l'écart salarial entre les hommes et les femmes, et je ne sais plus dans quelle année que cet écart en fait disparaisse totalement. Donc en fait, c'est un objectif de l'État, du gouvernement pour les années à venir. Donc ça, c'est top. Non, mais ma question c'était plutôt, si tu grandis ici et que tu vois ça, et que tu vas en France... Elle est où la réalité? Est-ce qu'elle est en France? C'est deux réalités différentes. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réalité. C'est des réalités. Enfin, si, il y en a des mauvaises quand même. Il y a quand même des mauvaises réalités, mais je veux dire, elles sont différentes. Ouais, bien sûr. La vie à Dubaï, c'est comment? Le lifestyle? Parce que tu viens quand même d'un background très culturel, très cultivé, très éduqué. Et je pense que l'art en général, la littérature représente une grande partie de ta vie au quotidien. Et Dubaï, c'est assez jeune comme ville, et tout ce qui est jeune n'est pas vraiment mature dans tous les domaines. Et je me demande si ça te manque pas d'être dans une ville ultra culturelle comme Paris. Alors, déjà, j'ai l'impression quand même que je suis arrivée au bon moment à Dubaï, parce que c'est vraiment un moment où on essaye d'investir en fait dans le domaine culturel. Clairement, tu vois, il y a plein de choses qui n'existaient pas avant, qui commencent à se développer. À Dubaï, ça c'est vraiment chouette en fait. Il y a vraiment l'envie en tout cas, tu vois, de déployer tout un aspect culturel qui n'existait pas avant. Maintenant, c'est même pas tant le côté culturel, parce que je trouve que maintenant on a accès à tout, tu vois, avec les réseaux sociaux, Internet. C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'aller dans un musée ou je sais pas, d'aller écouter une conférence, je sais pas, sur n'importe quel sujet. Mais tu vois, figure-toi, c'est pas tant ça qui m'a vraiment attristée en venant. Je sais pas, qui m'a un peu fait du mal en venant à Dubaï. Enfin, c'est un grand mot, je sais pas vraiment comment. Je perds mon français depuis que je suis à Dubaï. Homesick. Comment est-ce qu'on pourrait dire le blues, quoi, tu vois, qui m'a mis un peu dans un truc de blues. C'est le fait de pas avoir de cercle social comme en France. Et de s'en faire un difficilement ici, en fait. C'est vraiment pas facile. Je sais que toi, tu as toute ta famille ici, donc forcément, peut-être que tu le ressens pas. Et moi, j'ai aussi des cousins et des cousines ici, mais malgré ça, je trouve ça hyper difficile de se faire des potes. Mais même déjà, je pense qu'à notre âge, c'est même difficile de se faire un cercle, même en Europe. Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où en France, tu peux très facilement rencontrer des gens et les revoir très vite. Et alors qu'ici, tout est éphémère, en fait. Et, non, c'est simple en France. Et il y a l'idée que personne va rester pour toujours ici. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ni toi, tu as envie de t'attacher, ni eux t'attachent. C'est une relation libre, quoi. Du coup, voilà, tu mets ton sapin, tu prends une photo. Mais c'est pas que ça, c'est aussi... Alors, tu as mentionné quelque chose qui est vrai, c'est que en Merci, fait, c'est la première chose que je mentionne qui est vraie. Merci, Leila. Non, c'est pas vrai. C'est, en fait, Dubaï, c'est une ville, enfin, les Émirats aussi, qui est très axée business, marketing, finance et tout ça. Et c'est pas, en fait... c'est pas mon domaine, et c'est pas mon centre d'intérêt personnellement. Et peut-être que je match, c'est vrai, plus facilement avec des personnes qui sont peut-être plus de manière générale dans les sciences humaines. Donc journalisme, lettres, philosophie, sciences sociales, des artistes. Et je pense qu'on s'entend bien aussi pour ça, tu vois, parce que finalement, tu as quelque chose aussi qui est différent de ce que je vois autour de moi à Dubaï en règle générale. Donc je pense que c'est vraiment aussi
au-delà de tout jugement, en fait, je juge pas les gens qui travaillent à Dubaï, mais au-delà de tout jugement, je pense qu'il y a, voilà, c'est dur pour moi de matcher avec des personnes qui sont vraiment de domaines très différents du mien, en fait, à Dubaï. Je t'ai dit que je suis venu pas préparé, sans question, et je t'ai dit que j'allais tout gérer pendant le podcast. Est-ce que je m'en sors bien? Je te ferai un compte rendu après coup, en tant que boss officiel. Non, mais ça me fait vraiment plaisir de t'avoir rencontré, parce que c'est vrai que moi, ça me manquait beaucoup. Déjà de parler français et d'avoir aussi la mentalité francophone, parce qu'elle est très différente. C'est pas qu'une langue, c'est une mentalité, c'est une façon de penser, et c'est une profondeur que je retrouve pas chez les gens d'autres cultures. Peut-être que parce que je parle pas aussi bien anglais que français, ou aussi bien arabe que français, et je pense que j'en ai appris beaucoup de toi, et c'est pour ça que je t'ai invité dans le podcast. Mais j'en apprends beaucoup de toi aussi. Ah ouais? Vraiment, comme quoi? Ouais. Je pense que du coup, c'est possible d'être quelqu'un de particulièrement cultivé et de vivre à Dubaï. Tu vois, je pensais pas. On a même qu'il y a trop de préjugés. Non, vraiment, c'est vrai. Enfin, je trouve que tu es quelqu'un de très vrai derrière la caméra et devant la caméra, en fait. Ce qui est rare, en fait, ce qui est pas commun. Enfin, déjà, ça me fait plaisir. Je t'avais contacté à travers Instagram et tu as répondu. Alors que, en vrai, je suis pas super connue. Je suis pas sexiste. Je réponds pas qu'aux hommes. Ça, c'est un autre sujet. mais non, mais en vrai, vraiment, enfin, réellement, tu vois, c'est... je trouve que les réseaux sociaux, et travaillant dans les médias, je pense que je peux le confirmer, c'est un peu une matrix, quoi. Les médias, les réseaux sociaux... et c'est pas un cliché, je pense pas que c'est faux de dire que ça monte à la tête. Mais tu m'as rencontré à une période où je suis je restructure un peu mon travail sur les réseaux sociaux, et je m'axe plus vers le savoir, les conversations, plutôt que... J'ai l'impression d'avoir tout fait sur ma chaîne arabe. Tu vois, j'ai voyagé, j'ai cuisiné, j'ai roulé en Formule 1, j'ai serré la main à Cheikh Mohamed. J'ai fait plein de trucs, tu vois. Et à un moment, il n'y avait plus rien qui me challengeait, il n'y a plus rien qui me faisait peur. Et je pense que rencontrer des gens comme toi, et pour moi, c'est un challenge de devoir poser les bonnes questions, amener les bonnes personnes, découvrir des industries que je ne connais pas, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai répondu à ton message. Je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment aussi. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Donc, je crois pas, et je parle pas au niveau religieux, je parle vraiment au niveau spirituel de manière générale, quoi. Je crois pas au hasard, je crois vraiment que les choses sont faites comme elles sont, quoi. Alors, grande question. Tu vois, qui vient de me venir. Tu es très complexe, et tu as une vision très particulière de la société. Est-ce que parfois tu te sens seul de par le fait que très peu de gens pourraient partager ta façon de penser ou tes idées? Je me sentais pas seule en France parce que j'étais très bien entourée, et puis j'étais dans un cercle social, amical qui était super stimulant intellectuellement. J'avais vraiment mon cercle d'amis, et puis j'allais toujours à des conférences. On disait, quoi, ça manque pas en France, surtout à Paris, en région parisienne. Donc je me suis jamais sentie en vrai à Paris isolée intellectuellement, ou tu vois, quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à Dubaï, comme je le disais tout à l'heure, c'est très compliqué de lier des amitiés, parce que, en fait, aussi parce que j'arrive à un âge où j'ai plus envie de faire en fait de concessions sur certaines choses, sur certaines valeurs que j'ai. J'ai plus envie d'être amie avec des racistes, j'ai plus envie d'être amie avec des misogynes, j'ai plus envie de faire des concessions, en fait, des grosses concessions intellectuelles, tu vois, sur la qualité de mes relations humaines de manière générale. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, je me sens beaucoup plus isolée à Dubaï, et c'est vrai que la période où je cherchais du travail, 1 an et demi, c'était très compliqué, quoi. C'était vraiment très compliqué, le fait de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de vie professionnelle. C'est même pas ça. Au-delà de tout ça, moi, je voulais savoir si le fait de converser avec tes idéologies qui sont... Moi, j'ai rarement croisé des gens à Dubaï qui parlaient ouvertement de toutes les choses dont tu traites. Est-ce que le fait de ne pas avoir quelqu'un avec qui tu pourrais parler ouvertement de tout ça, est-ce que ça te rend pas un peu frustré? Alors, bien sûr. Avant de m'avoir rencontré, bien sûr. Bien sûr que ça frustre, mais je réfléchis pour pas répondre n'importe quoi. Si, ça frustre, et moi je suis quelqu'un...
Peut-être que ça se voit pas au travail, mais je suis une éponge, en fait. Je suis quelqu'un d'hypersensible. C'est-à-dire que tu peux me dire une phrase et je vais y penser pendant une semaine, tu vois. Je vais me dire, ah là là, est-ce que c'est ce qu'il voulait dire, ou est-ce que je l'ai blessé, est-ce que... Voilà. Donc, de manière générale, je suis hypersensible et ça veut dire qu'en fait, mes émotions sont exacerbées. Ça veut dire que si je vais me sentir isolée, puissance 1000, tu vois. Si je vais être heureuse, puissance 1000, tu vois. Donc oui, je me sens isolée et peut-être encore plus parce que j'ai la personnalité qui est la mienne. D'accord. Ensuite, c'est un challenge. C'est aussi agréable de se dire que on porte peut-être des bagages que d'autres autour de nous à un lieu donné n'ont pas. Et c'est aussi un challenge. Moi, vraiment un truc que je kiffe au travail en ce moment, c'est de pouvoir bosser avec des gens qui font pas partie de mon cercle habituel d'amis ou de collègues, tu vois. Et je pense que la force que tu as, c'est que tu débarques dans un nouveau pays et tu peux justement... c'est un chantier. Comment dire, semer ça chez des gens qui ont une présence sur les réseaux sociaux ou des gens qui ont une voix impactante. C'est vrai. Et le sentiment que j'ai eu aussi, en fait, en parlant d'isolement un peu intellectuel, c'est que déjà, on n'est jamais vraiment isolé. Il y a plein de gens comme nous qui pensent comme nous. Je pense que je ne suis pas un messie. Hein. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens comme moi. Il faut juste les trouver et c'est plus rare. C'est vrai que c'est vraiment satisfaisant. Je commence à faire plein d'anglicismes. Là, ça fait 2 ans parce que je me dis satisfying. Tu vois. C'est vraiment satisfaisant. C'est très satisfying de se dire qu'effectivement, il y a tout un chantier devant nous et qu'il y a la possibilité de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment génial et je trouve que c'est cool, quoi. C'est cool d'apporter. Ouais. Alors, Dubaï, t'es ici pour combien d'années? Je sais pas. Je vais pas faire l'erreur de mes parents qui ont dit on reste en France 5 ans et après on rentre en Syrie et puis là ils sont toujours en France. Je sais pas. Je pense que je vais laisser faire la vie. Tu t'y plais bien? Ouais, je m'y plais bien. Je m'y plais bien. Ensuite, c'est vrai qu'encore une fois, être déraciné de son cercle familial et social, c'est un peu difficile, surtout avec le confinement qu'on a vécu, etc. Mais oui, je m'y plais. Quels sont les challenges pour cette année à Dubaï? Au niveau personnel, carrière, société, je ne sais pas. Je vais publier un livre cette année. T'es sérieuse? Ouais, t'es le premier à savoir. Mais tu me dis ça dans le podcast alors qu'on parle H24? Tu vois? Elle me lâche des bombes dans le podcast. J'ai publié un livre, je vais pas en dire plus, mais voilà. Français? Ouais, j'ai trouvé un éditeur et tout ça. Tu verras. Les genres. Tu verras. De toute façon, les genres. Non. Quelle question? Pas vraiment. Non, c'est un roman. C'est pas. C'est un roman. Waouh. Leïla, je suis fière de toi. Merci, c'est gentil. Waouh. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment mon challenge 2021 parce que ça fait des années que je travaille sur ce projet et chercher un éditeur et j'en avais pas et puis maintenant. Fabuleux. Ouais. Bah écoute, je suis très fière de toi et j'ai hâte de lire ton livre qui s'appelle. Merci. Tu verras. J'essaie. C'est ça. Bah écoute, de toute façon, on va te revoir bientôt sur cette chaîne ou sur ANFM, la radio dans laquelle on bosse tous les deux. Je te revois mercredi de toute façon. Bah oui. Ah bah oui, on se voit vendredi. J'ai l'impression qu'on a parlé de rien. J'ai l'impression que tout ça, c'était juste le début d'une conversation. Grave. Parce qu'avec toi, ça peut partir très très loin. Et je pense qu'on a besoin d'un deuxième épisode. Et je suis sûre que les gens t'ont trouvé ultra intéressante. Merci. Et c'est tes questions qui sont intéressantes aussi, c'est vrai. Mes questions? Ouais. Mais t'as vu? Sans préparation. Ouais, 20 sur 20. Sans préparation. Et non, mais voilà, je trouve t'as vraiment apporté un air frais dans ma vie parce que j'adore les gens qui stimulent. Comme t'as dit, c'est peut-être ce côté parisien, vous avez un discours qui stimule, qui challenge le débat. Ici, tu as l'impression que tout le monde est d'accord avec toi. Non, moi, j'ai jamais l'impression qu'on est d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec moi, juste parce que les gens sont occupés, ou ça y est, ou les gens ont juste pas l'énergie de rentrer dans un débat. Alors que toi, t'as que ça. J'ai que ça à faire. Et ça, j'adore. Merci, ne change rien. Les gars, merci d'avoir suivi ce podcast. Lâchez-nous vos commentaires, vos likes. Et aussi, si vous êtes à Dubaï ou si vous connaissez quelqu'un à Dubaï qui pourrait être mon invité dans ce podcast, n'hésitez pas à écrire leur nom ou votre nom. Et voilà. Leïla, un tout grand merci. Merci à toi, Loé. Merci pour ton intérêt. Bah écoute, c'est toi, c'est pas moi. À bientôt. À bientôt, au revoir.